Alors, ceci étant posé, vient maintenant la grande question, qui est la question, une fois que l'on a dit identité et culture, d'aborder la crise identitaire. Qu'est-ce qu'une crise identitaire? Eh bien, c'est cette crise qui naît lorsqu'il y a trop de différences, trop d'opposition, trop de décalage entre ma communauté d'appartenance, ma communauté réelle d'appartenance, et ma communauté telle que je l'imagine, telle que je l'identifie. Pour qu'il n'y ait pas du tout de crise identitaire, il faudrait que la représentation que j'ai de ma cité soit exactement identique à la réalité quotidienne de ma cité. À ce moment-là, je me sentirai parfaitement bien dans ma cité, parfaitement bien dans mon identité. À partir du moment où apparaît un décalage entre la cité telle qu'elle est et la cité telle que je l'imagine, eh bien, nous entrons dans cette pathologie, mesdames et messieurs, majeure de notre espace mondial contemporain qui s'appelle la crise identitaire. Alors, cette crise identitaire, cette pathologie sociale majeure, c'est-à-dire cette tendance à imputer les problèmes dont je souffre au décalage qu'il y a entre la cité telle que j'en rêve et la cité telle qu'elle est, ça, c'est ce qu'on appelle la crise identitaire. Alors, il ne suffit pas de dire ça, il suffit maintenant de voir comment cette crise identitaire s'organise. Ça ne naît pas spontanément. Les champignons, ça n'existe pas dans la logique du social. Tout correspond à des processus, à des actions réelles. Et je voudrais que vous compreniez que cette crise identitaire, elle existe parce qu'il y a des acteurs qui la construisent et qui l'orchestrent. C'est ce que j'appelle des entrepreneurs politiques. Des entrepreneurs politiques qui font fortune en affichant, en aggravant sous vos yeux la crise identitaire de la société dans laquelle vous vivez. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Est-ce que j'aurais besoin de vous présenter ces entrepreneurs politiques, ceux qui se régalent dans leur carrière politique de montrer que la France ou un autre pays est en crise identitaire, que son identité telle qu'elle est ne correspond pas à l'identité telle qu'on l'imagine. Ces entrepreneurs politiques sont véritablement ceux qui orchestrent cette crise identitaire. Sans eux, elle n'existerait pas. L'individu n'est pas spontanément porté à décliner la crise identitaire du pays auquel il appartient. Il la voit parce qu'on la lui montre. Alors, dans un premier sous-temps, dans mon 3 sur la construction pays et crise identitaire, je vais très longuement vous présenter cette logique entrepreneuriale de l'invention et de la construction de la crise identitaire. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai qu'il y a d'autres acteurs qui viennent avec leur propre bidon d'huile pour le jeter sur le feu, comme si le feu allumé ne suffisait pas. Et ça, c'est des entrepreneurs internationaux. C'est-à-dire la crise identitaire n'est jamais en vase clos. N'est jamais en vase clos. Alors, commençons par les entrepreneurs politiques locaux, si vous voulez. Alors, je voudrais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je ne veux pas faire tout le temps toujours de l'abstraction. Donner un exemple. Et comme exemple, je prends celui qui est peut-être le plus parlant, le plus dramatique dans l'histoire des constructions identitaires, celui qui a été porteur de conséquences multiples et de drames souvent très forts, c'est la partition de l'Inde en 1947. Vous savez qu'avant les indépendances de 1947 et cet éclatement de ce qu'on appelait alors les Indes du Raj, avant cet éclatement, donc, les Indes étaient
sous administration directe ou indirecte, ça dépendait des régions, de la Grande-Bretagne. Peu à peu, s'est construit dans l'Empire des Indes, dès le début du XXe siècle, donc longtemps avant les indépendances, s'est construit un marché politique. Et au titre de ce marché politique intervient en 1906 la création d'un parti très important qui va, d'un certain point de vue, sceller l'aventure du monde indien et qui s'appelle la Ligue musulmane. La Ligue musulmane apparaît dans ce marché politique indien en gestation comme le porte-parole partisan des musulmans minoritaires, ainsi que vous le savez, minoritaires de l'Empire des Indes. Et cette Ligue musulmane va n'avoir de cesse de se distinguer du grand parti qui s'était constitué à la fin du siècle précédent, le parti du Congrès, et qui était porteur des espoirs autonomistes puis indépendantistes de l'Inde. Donc, à la revendication première du Congrès, que les Britanniques quittent l'Inde, s'ajoutait un clivage qui commençait à structurer notre marché politique indien, et ce clivage, c'est l'apparition face au parti du Congrès, dirigé par des hindouistes, bien sûr, la Ligue musulmane. Cette Ligue musulmane va prospérer. Pourquoi va-t-elle prospérer? Eh bien parce qu'à mesure que les Indes se démocratisent, que commencent à apparaître des élections, on va faire voter musulmans et hindous dans des collèges séparés. Ce qui est tragique lorsque vous êtes minoritaire, car voter en collège séparé, ça veut dire que vous serez toujours minoritaire. Et là, retenez, mesdames et messieurs, peut-être le premier symptôme de la crise, le sentiment d'une collectivité minoritaire d'être définitivement enfermée dans son statut de minorité. Ce n'est pas un problème théologique, ce n'est pas un problème religieux. C'est moi, minoritaire, qui, parce que je suis musulman, ne pourrai probablement jamais accéder aux fonctions suprêmes sur le plan politique, économique, social, etc. Et le phénomène va aller en s'aggravant. Lors des élections de 1937, le parti du Congrès déclare explicitement qu'il n'est pas question de partager le pouvoir selon les pointillés d'un pluralisme religieux. La Ligue musulmane se trouve ainsi de plus en plus installée dans sa posture minoritaire. Alors apparaît un très curieux personnage, sur lequel je voudrais qu'on s'arrête. Vous savez, rien n'est plus important que la biographie pour comprendre l'espace mondial. La biographie de ces grands acteurs. Lui est un grand parmi les grands, Mohammad Ali Jinnah. C'est le père fondateur du Pakistan, mais nous n'en sommes pas encore là. Mohammad Ali Jinnah, est-il né à Bombay? Est-il né à Karachi? On ne sait pas trop. Probablement est-il né à Bombay. Mohammad Ali Jinnah, musulman, qui devient l'un des piliers de la Ligue musulmane, va développer, à cette extrême fin de l'entre-deux-guerres, la théorie des deux nations. Puisque nous sommes condamnés à être une minorité éternelle, eh bien, séparons-nous. Au moins, nous, minorités, nous serons une nation et on ne sera plus minoritaire dans notre nation. La théorie des deux nations, c'est une nation hindoue, une nation musulmane. Alors oui, le piège, c'est qu'un certain nombre d'observateurs inattentifs, de bonne ou de mauvaise foi, souvent de mauvaise foi, disent « ben voilà, ça y est, il avait raison Huntington, il y a des musulmans, il y a des hindous, donc nécessairement ils s'opposent. » Et ils veulent produire de la séparation et de la ségrégation. C'est bien mal connaître notre Jinnah. Jinnah a une formation juridique d'avocat, formé en Angleterre. C'est un homme profondément occidentalisé, qui se distingue par ses très élégantes cravates de soie. Ce n'est pas un symptôme islamiste décisif. Qui est connu pour avoir dans son dressing room 200 costumes,
toujours très élégant. C'est surtout un grand amateur de eggs and bacon, bacon islamiste, et un grand amateur de bon whisky islamiste. Bon, et c'est un homme qui parle mieux l'anglais que l'ourdou. L'ourdou, c'est cette langue vernaculaire des musulmans de l'Inde. À tel point d'ailleurs que lorsqu'il a proclamé l'indépendance du Pakistan, il s'est mis à hurler dans le micro « Zindabad, Pakistan !» Et le public a compris « In the bag, Pakistan ». Donc vous voyez, ce n'est pas véritablement le rhéteur du monde musulman, et j'en veux pour preuve ce monsieur, qu'il faut que vous connaissiez, Abu Ala Mahadoudi, rival de Mamdali Jinnah. Abu Ala Mahadoudi, lui, est un islamiste. Eh bien, savez-vous que ce clerc, ce alem de l'islam indien, Abu Ala Mahadoudi militait de toutes ses forces contre la séparation des musulmans et des hindous, contre la théorie des deux nations. Pourquoi? Au nom d'un argument typiquement islamiste, qui consiste à dire « mais on n'enferme pas une religion dans un territoire et dans des frontières ». Et Mahadoudi de dire « mais il n'est pas question de créer un État musulman face à un État hindou ». Vous voyez comme quoi les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on le dit d'ordinaire. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce triomphe de Mamdali Jinnah, qui va finalement l'emporter, avec d'ailleurs la complicité des Britanniques, assez heureux, relativement heureux, de partager l'Empire des Indes en plusieurs morceaux, ce qui va l'emporter, donc, à travers la formule de Jinnah, ce n'est pas du tout une islamisation du politique. C'est une nationalisation du politique, ce qui est tout différent. C'est-à-dire de découper un pays en deux morceaux de manière à ce que dans aucun d'entre les deux, une minorité soit à tout jamais condamnée à son statut de minorité. D'un certain point de vue, c'est un laïcisme musulman, c'est-à-dire un usage national de l'islam pour permettre à deux communautés de s'accomplir chacune de leur côté. Voilà un homme qui n'était pas croyant, qui n'était pas pratiquant, et voilà un homme qui n'a trouvé face à lui qu'un islamiste très croyant et très pratiquant, Mahadoudi, pour s'opposer à lui. Ne racontez jamais que la naissance du Pakistan est un effet de je ne sais quel fanatisme ou de je ne sais quelle exacerbation des sentiments religieux. Non, c'est un phénomène banal en politique. Je suis minorité, je n'ai pas envie de rester toute ma vie minoritaire. Quand on fait ça, on est confronté à un problème que je vous ai déjà exposé, qui est gravissime, qui est que, heureusement, il n'y a pas de territoire pur, même si Pakistan, ça veut dire le pays des purs. Voilà. Il n'y a pas de pays pur, c'est-à-dire qu'il n'y a que des pays mélangés. Donc ceci a provoqué un déménagement de millions de personnes. Regardez tous ces musulmans de l'Inde indépendante, qui vont fuir. Tous les musulmans qui habitaient, par exemple, dans cette vallée du Gange ou au centre de l'Inde, vont devoir se déplacer pour aller s'installer dans cette partie occidentale du Pakistan, flanquée à l'époque d'une partie orientale du Pakistan, qui s'appelle maintenant Bangladesh, on y reviendra tout à l'heure, mais le Pakistan qui s'est formé en 1947 était de deux bouts, c'est-à-dire les deux zones de concentration musulmane dans l'Empire des Indes, la zone du Bengale ici, et toute cette zone occidentale. Donc tous les malheureux musulmans de Lucknow ou de Bombay ou de Surat, ils étaient nombreux, ben voilà, ils n'ont pas d'autre choix que d'immigrer. Pendant ce temps-là, les hindous de cette région, ou plus encore de celle-ci, vont être obligés, eux aussi, de revêtir les habits du réfugié et de fuir. Ceux des musulmans qui habitaient le centre de l'Inde et qui se sont réfugiés dans le Pakistan ont pris un nom, c'est les Mohajirs. Alors, il semblerait que Mamdali Jinnah lui-même fût un Mohajir. Croyez-vous que l'affaire fut pour autant résolue? Juste passer la douleur des
réfugiés qui se déplacent. Non, tout le problème, une fois que l'on a dessiné le territoire pakistanais, c'est de lui donner une identité, c'est-à-dire d'en faire une nation. C'est ce à quoi va s'atteler Mahmoud Ali Jinnah. Malheureusement, très malade, l'homme meurt très vite et va être remplacé par un personnage important, Liaquat Ali Khan, qui va prendre la tête du Pakistan dès que va disparaître la figure emblématique du père fondateur qui était Jinnah. Liaquat Ali Khan, c'est aussi un Muhajir. C'est quelqu'un qui vient des profondeurs du monde indien et qui donc va agacer qui? Tous les autres, c'est-à-dire toutes ces autres parties du Pakistan. Voilà, moi, ici, je suis Sindhi, la province du Sindh, le sud du Pakistan. Moi, je suis Punjabi, ici, la célèbre province autour de Lahore, ville magnifique. Moi, je suis Pathan, ici, dans la partie occidentale, autour de Peshawar. Pourquoi vais-je être gouverné par un type qui vient de loin, d'en dehors de chez nous? Et que penser de ceux qui habitent ici, qui habitent le Bengale? Les Pakistanais orientaux, comme on le disait à l'époque. Premièrement, ils étaient loin, plusieurs milliers de kilomètres, des Pakistanais occidentaux, comme si l'autre morceau de la France se trouvait quelque part autour de la Hongrie. Deuxièmement, ils ne comprenaient même pas la langue qui était parlée au Pakistan occidental. Et les Bengalis parlent bengali. Au Pakistan occidental, on parle sindhi, punjabi et généralement ourdou. Ourdou, c'est la langue des Muhajirs. Cacophonie. Et donc, cette nation va être pendant 20 ans à la recherche de son identité. Liaquat Ali Khan, pas compliqué, lui on va l'assassiner, peu de temps après, 1951. Va peu à peu s'installer une dictature militaire où on va retrouver un certain nombre de personnages, comme par exemple, il n'y est pas là, Ayub Khan, qui va être le président suivant du Pakistan. Et peu à peu, ce qui s'est passé à l'intérieur du monde musulman indien va se produire cette fois-ci à l'intérieur du Pakistan. C'est-à-dire le Pakistan oriental, formé de Bengalis, va se constituer en partie la Ligue Awami, A-W-A-M-I, la Ligue Awami disant « mais c'est pas notre pays, ces gens qui se trouvent à des milliers de kilomètres à l'Occident, et qui en plus ont le culot de tout décider. Nous, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance, nous autres Bengalis, d'avoir le pouvoir au Pakistan. Les Pakistanais occidentaux, ils sont majoritaires. Regardez Jinnah, regardez Liaquat Ali Khan, regardez Ayub Khan. C'est tous des gens de l'Ouest. Nous, on n'a aucune chance. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sous la direction de leur leader, Cheikh Mujibur Rahman? Nous sommes favorables à la théorie des deux nations. C'est-à-dire, nous c'est nous, eux c'est eux. Et c'est ainsi que va apparaître l'un des plus violents conflits qui va ensanglanter l'Asie du Sud. Nous sommes en 1971. La Ligue Awami, sous la direction de Mujibur Rahman, fait sécession. Le terrible maréchal qui gouverne d'une main de fer le Pakistan occidental, le maréchal Yahya Khan, fait la guerre à ces sécessionnistes, à ces séparatistes. Madame Indira Gandhi, qui à l'époque gouvernait l'Inde, on y reviendra sur cette brave dame, fille de Jawaharlal Nehru, le premier ministre de l'indépendance indienne, Madame Gandhi
maligne, décide d'aider les malheureux Bengalis orientaux et bat le maréchal Yahya Khan qui, de rage, s'écrase en avion. Voilà, c'en est terminé. Notre deuxième étape de la construction nationale s'est ainsi figée sur la séparation entre deux États, le Pakistan et le Bangladesh. Pas de clash culturel, pas de choc de civilisation, simplement deux communautés qui considéraient que le vivre ensemble plaçait l'une en situation perpétuellement minoritaire et dominée par rapport à l'autre. Troisième étape, le Pakistan occidental va être, cette fois-ci, le Pakistan tout court, État indépendant qui essaye difficilement de se remettre des meurtrissures de cette guerre avec le Bangladesh, de cette guerre perdue avec le Bangladesh et aussi avec l'Inde qui soutenait le Bangladesh. Quel va être, mesdames et messieurs, maintenant, l'enjeu politique au Pakistan? Comment va-t-on pouvoir gouverner le Pakistan? Je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que c'est très important et ce n'est pas une histoire finie. C'est pas fini, l'histoire. C'est pas une histoire finie. Vous avez dans ce pays désormais seul des divisions profondes. Le Sud, le Sindh, c'est le pays des grands propriétaires terriens, de l'aristocratie féodale, qui clientélise une paysannerie pauvre, avec en plus une ville énorme, mais en déclin, puisqu'elle était la capitale du Pakistan, elle ne l'est plus, qui est la ville de Karachi. Ce Sindh féodal se caractérise par un clientélisme redoutable dont Zulfikar Ali Bhutto va être le représentant. Grand propriétaire terrien du sud du Pakistan, grand propriétaire terrien sindhi, il va jouer de cette carte populaire et populiste pour obtenir les suffrages d'une paysannerie pauvre qu'il a clientélisée et qui lui permet effectivement d'accéder au pouvoir, l'une des rares fois au Pakistan, par les urnes. Alors, gardez bien en tête ce personnage, on va y revenir tout à l'heure. Ici, vous avez un territoire qui est à la frontière de l'Iran et la frontière sud de l'Afghanistan, qui est composé d'une minorité ethnique, musulmane et sunnite, mais minorité ethnique que sont les Baloutches. C'est le Baloutchistan dont la capitale est ici, Quetta, qui sont dans une position minoritaire et quasiment autonome dans la mesure où, n'ayant aucune prétention à gouverner le Pakistan, ils cherchent surtout à avoir la paix chez eux et à pouvoir vivre dans des conditions les plus autonomes possibles. Au-dessus, vous avez ce que j'appelais tout à l'heure le Pendjab, ces populations pendjabis, grands fournisseurs de soldats et grands fournisseurs d'officiers. L'armée pakistanaise, puissance redoutable au Pakistan, recrute essentiellement parmi les Pendjabis. Puis vous avez là une population assez curieuse qui va jouer un rôle très important dans le dénouement de notre histoire, qui s'appelle les Pathanes. Qu'est-ce que c'est que les Pathanes? Les Pathanes, ce sont des Pashtuns. Qu'est-ce que c'est que les Pashtuns? C'est une population iranienne, mais pas persane, iranienne, qui parle donc une langue iranienne, et qui sont majoritaires en Afghanistan, et dont est traditionnellement issu le monarque afghan. Zahir Shah était un Pashtun. Et donc ces Pathanes-là, ils regardent beaucoup du côté de l'Afghanistan, où sont leurs frères, leurs cousins, leurs sœurs, leurs cousines. Et puis, vous avez là encore d'autres bizarreries, c'est des Cachemiris, c'est-à-dire un morceau qui a été détaché de l'Inde à l'occasion de la guerre de 1947 et qui est sous contrôle pakistanais. Et puis vous avez enfin ici des tribus qui se mélangent aux Pathanes,
qui sont des tribus totalement autonomes et qu'on appelle les habitants de la province du Nord-Ouest. Là, comme ça, on est sûr de ne gêner personne. Qu'est-ce qui pouvait faire l'unité entre tout cela? Qu'est-ce qui pouvait donner une raison d'être à ces gens dont je vous ai montré techniquement et regardez chacun dans des directions différentes? L'islam. Le seul dénominateur commun possible pour faire tenir tout ce monde-là ensemble, c'est l'islam. Et pas n'importe quel islam, l'islam sunnite. Alors vous avez déjà des sectes ou des minorités de l'islam qui ne sont pas sunnites, les Ahmadis, les chiites. Alors ceux-là, déjà, on va les marginaliser. Et puis alors, a fortiori, les chrétiens. Vous entendez parler beaucoup encore en ce moment du problème des chrétiens pakistanais. Et donc, l'idée populiste qui va s'emparer des dirigeants pakistanais pour avoir un minimum de légitimité et pour pouvoir construire un minimum d'identité à leur malheureux Pakistan qui part en morceaux, c'est de faire une surenchère islamiste. C'est ainsi que le Pakistan va devenir République islamique du Pakistan. C'est ainsi qu'on va faire de plus en plus appel à la loi religieuse. Et qui parmi ceux qui vont faire appel à la loi religieuse? Vous serez étonné d'apprendre Zulfikar Ali Bhutto, qui va être le premier à lancer cette surenchère islamiste, mais qui va être en compétition avec un personnage redoutable, le terrible et très méchant Mohammad Zia-ul-Haq, représentant de l'armée pakistanaise qui va prendre le pouvoir contre Bhutto et qui va pendre Bhutto. Bhutto est pendu en 1979. Zia-ul-Haq, puis son successeur, dont vous avez probablement entendu parler, Parviz Musharraf, qui lui est un Muhajir, c'est-à-dire qui vient de l'Inde, vont installer une dictature musulmane qui va répondre à la surenchère islamiste du populiste Bhutto. La revanche du clan Bhutto, c'est la fille de Zulfikar, Benazir, qui va être un temps Premier ministre du Pakistan, puis jetée en exil, qui va revenir, et le jour même où elle revient, comme vous le savez, tragiquement assassinée. Nous sommes en 2007. Et le Pakistan est maintenant dans une situation d'équilibre instable entre différents régimes, militaires et civils, qui ne trouvent leur facteur d'unité qu'à partir d'une surenchère islamiste. L'histoire n'est pas terminée. Car, à mesure que ce Pakistan va se construire en État musulman, qui va-t-il avoir en face de soi? L'Inde. Donc, quel va être le conflit constitutif ici? Pakistan versus Inde. L'Inde, indépendante en même temps que le Pakistan en 1947, dirigée par ce très grand monsieur Jawaharlal Nehru, qui, dans son tiers-mondisme, neutralisme, va se rapprocher peu à peu de qui? Quelle est la grande puissance dont va se rapprocher pas à pas l'Inde de Nehru? Nehru se rend aux États-Unis, on lui dit alors vous aimez les États-Unis? Et Nehru dit oh, vous savez, les États-Unis c'est un pays qu'il ne faut pas visiter pour la première fois. Voilà, c'est dire le peu de chaleur qu'il y avait entre Foster Dulles, le secrétaire au département d'État, je vous ai raconté ça aussi, qui dit alors vous êtes pour nous ou contre nous, dit-il à Nehru. Against us or with us? Et Nehru répond cette réponse splendide, yes. C'est dire que les relations n'étaient pas chaleureuses, donc Nehru se tourne vers l'URSS. Vers qui donc va se tourner le Pakistan? Pardon? Les États-Unis. Et à mesure que va s'aggraver la brouille sino-soviétique, qui va courtiser le Pakistan? La Chine. Et on va voir ainsi, à mesure que se stabilise la bipolarité, une très curieuse alliance, un Pakistan allié en même temps aux États-Unis et à la Chine, face à une Inde liée à l'URSS. Et la toute dernière bizarrerie, c'est que
les Pakistanais, alors surtout les Pathanes dont je vous parlais tout à l'heure, dont leurs cousins sont de l'autre côté de la frontière, vont dire « Mais cette frontière qui nous sépare de l'Afghanistan, c'est un pur artifice. Pourquoi faudrait-il que nous soyons deux pays différents alors que nous sommes les mêmes ? Pashtun d'un côté, Pathan de l'autre, mais c'est exactement les mêmes, la même langue, la même histoire, la même légende, les mêmes ancêtres. » Et donc, peu à peu, les dirigeants pakistanais qui veulent refaire leur légitimité vont tenir un discours banalement nationaliste qui va consister à dire « Mais nous sommes le grand frère de l'Afghanistan, le protecteur naturel de l'Afghanistan. » Et du coup, on va voir de plus en plus les dirigeants pakistanais et surtout les terribles services secrets pakistanais, l'ISI, se mêler des affaires de l'Afghanistan. Et lorsque va s'écrouler le très éphémère gouvernement afghan qui va s'installer à Kaboul après le départ des Soviétiques, que vont faire les Pakistanais? Former dans leurs écoles tout un nouveau personnel qui va faire main basse sur l'Afghanistan. Ce personnel formé dans des écoles pakistanaises de la frontière pakistano-afghane, ce sont des étudiants en théologie. Et des étudiants en théologie, en ourdou, ça se dit des talibans. Ce sont les talibans qui vont s'installer au pouvoir en Afghanistan, qui vont créer ce régime extraordinairement autoritaire et très peu démocratique, mais qui sera le prolongement quasi naturel du gouvernement pakistanais. Alors c'est très curieux, parce qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, le gouvernement pakistanais est allié aux États-Unis et à la Chine et fabrique des talibans en Afghanistan. Si vous arrivez déjà à comprendre ça, ça y est, mon boulot est fait. C'est-à-dire que croyez bien que l'espace mondial n'est pas fait de façon binaire, de noir et de blanc, de oui et de non, de against us or with us. Et c'est toute la complexité de ce Pakistan qui, pour exister, se lance dans ces surenchères nationalistes et islamistes qui le conduit à contrecarrer ses alliances de départ. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était pas commode, hein, mais j'espère que voilà, on est arrivé au bout de l'énigme, que vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire à travers cet exemple? Ce que je voudrais surtout que vous reteniez pour l'instant, c'est que l'identité, ça s'invente à raison des enjeux, des pratiques, des besoins, des nécessités de gouvernement. Après, l'identité fait le travail, mais fait un travail de rationalisation a posteriori.